Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Arnaud Valadon. Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Paddock. Le débrief du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, il y a plein de choses à dire. Et on accueille notre équipe d'ingénieurs, le Adrian Newey de RMC. C'est Monsieur Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Oh, quel honneur, salut mon Arnaud. Je croyais que tu allais dire le Spray Grand Prix. Non, le Spray Grand non. Prix de Spra. Spray-Francorchamps, non, on n'y est pas encore, mais on parlera évidemment. Et on a un deuxième ingénieur, il ressemble un petit peu à un ingénieur très connu, visage un peu juvénile, les lunettes, c'est un peu notre Bono à nous, Peter Bonington à RMC. C'est Séraphin Bête, salut Séraphin. Sympa pour la comparaison, salut à tous. C'est pas mal, je vous ai gâté en comparaison là. Ah ouais, bah là on part fort. Je pense que tu as des choses à nous demander peut-être par la suite. Je vais d'abord vous demander votre note sur ce Grand Prix qu'on va débriefer, la domination, ultra domination de McLaren. Évidemment, la pluie qui est venue jeter un petit peu le trouble sur le départ de ce Grand Prix. Et puis également la prestation de Ferrari et notamment de nos Français. Allez, avant de commencer, votre note. Alors écoute Arnaud, beaucoup d'espoir compte tenu des conditions et puis pas mal de déception pour ce qui s'est passé. Je mettrai un 3, 3,25 si tu veux pour être gentil, mais pas plus. Séraphin ? Oui, moi j'aurais mis 3 aussi. J'ai trouvé que, à part le premier tiers de la course, où c'était très très intéressant, mais le reste j'étais un petit peu déçu. Voilà. Allez, vous êtes d'accord messieurs, c'est parti. Procédure de départ enclenchée. Le Grand Prix de Belgique avec un format sprint, les qualifications sprint qui ont vu Oscar Piastri signer la pole derrière Max Verstappen et ensuite la course, Max Lamenas qui a brillé, qui s'est imposé en doublant justement Oscar Piastri, victoire de Verstappen donc le samedi midi lors de cette course sprint avec deux Français dans les 8 et donc dans les points, Esteban Ocon 5e et Isaac Hadjar 8e. Ensuite les qualifications, doublé McLaren avec Lando Norris en pole position, suivi d'Oscar Piastri, Isaac Hadjar 8e et donc la course avec la manœuvre magnifique au tour 5, mais j'ai envie de dire c'était le premier tour après 4 tours sous safety car d'Oscar Piastri qui a passé Lando Norris et ensuite on n'a plus revu l'Australien qui s'impose donc pour la 6e fois de la saison et qui donc accroît son avance au classement des championnats du monde des pilotes. Lando Norris est 2e, Charles Leclerc complète le podium 3e, Max Verstappen juste derrière, un seul Français dans les points, il s'agit de Pierre Gasly qui a bien bataillé, qui est allé chercher donc un point avec cette 10e place, Ocon 15e, Isaac Hadjar 20e, ce qui donne donc au classement des championnats du monde des pilotes Oscar Piastri en tête, 266 points, 2e Lando Norris qui est désormais à 16 points, 250 et 3e Max Verstappen, 185 points, ce qui fait 81 points d'écart. Et tiens, nos Français, c'est très drôle, au classement des pilotes, 10e Esteban Ocon qui est avec 27 points, Isaac Hadjar 11e, 22 points et Pierre Gasly 12e avec 20 points. On va commencer par ces McLaren décidément trop fortes, Jean-Luc, avec ce duel entre Piastri et Norris où on sent que petit à petit, doucement mais sûrement, Oscar Piastri prend l'ascendant. Oui Arnaud, écoute, effectivement ça va être notre débat, j'espère, jusqu'à la fin de la saison, c'est ce qu'on souhaite tous, si les deux pilotes continuent à se battre, un coup à toi, un coup à moi. On avait vu effectivement Lando Norris, après le passage à vide du Canada, bien sûr reprendre un petit peu la main, revenir dans le coup. Alors il faut quand même rappeler, avec la pénalité qui avait été imposée en Grande-Bretagne, à Piastri, qui autrement était devant, donc s'il avait permis évidemment à Norris de s'imposer, mais le bras de fer entre les deux hommes, on a vu cette pole exceptionnelle, tu l'évoquais il y a un instant, lors de la sprint race, pole exceptionnelle de Piastri, alors là qui nous fait un tour ahurissant, en reléguant quand même Verstappen à 5 dixièmes à Spa-Francorchamps et son propre équipier à 6 dixièmes, donc c'était absolument remarquable. Et puis derrière, puisqu'on est sur les McLaren, et puis derrière, Lando Norris relève le gant, et ça c'est la marque d'un potentiel futur champion, peut-être pas pour cette année à mon avis, ça y est, je me livre, mais il réagit magnifiquement, il décroche une vraie pole.
Bon, et puis après l'explication, on s'y attendait, tu l'as dit, il y a eu la manœuvre. Alors après, c'était des réglages aéros anticipés, très légers, avec une grande vitesse de pointe pour Verstappen dans la sprint race qui lui permet de dépasser. Après, il parvient à rester devant en faisant 15 tours de qualif, comme il dit. Il faut quand même rappeler l'exploit du pilote, alors que sa mécanique, évidemment, n'est pas au niveau. Et puis, ce sont des options qu'on a prises. Et puis, pour en revenir à McLaren, puisque c'était ta question, eh bien, à partir du moment où, effectivement, Piastri avait pris l'avantage dans le premier vrai tour de course, on va dire, le 5e du Grand Prix, eh bien Lando Norris, malgré une tentative, et c'était bien de l'essayer, de montes pneumatiques différentes pour le sec, c'est-à-dire les durs au lieu des médiums, ça n'a pas fonctionné, il lui manquait quelques secondes, puis il a fait 2-3 petites erreurs quand même, Lando Norris en course, il faut le signaler. Oui, exactement, qui a peut-être pu lui coûter de revenir sur Oscar Piastri en toute fin de partie, parce qu'on voyait qu'il avait beaucoup plus de rythme avec ses durs, et c'est normal, sur la longévité par rapport au médium où Piastri commençait un petit peu à batailler. Heureusement qu'il n'y a pas eu ces 4 tours de plus qui ont été disputés sous safety car. Séraphin, tu étais notre envoyé spécial. Tu as d'ailleurs, et on vous renvoie vers le compte Instagram du paddock RMC-Formule 1, tu nous as fait vivre sur place ce Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Et justement, raconte-nous, tu étais dans la ligne droite de Kemmel et tu as vu le début du dépassement d'Oscar Piastri sur Lando Norris. Exactement, ça, c'est incroyable ligne droite de Kemmel quand même après ce raidillon incroyable de Spa-Francorchamps. Et exactement, donc tu l'as dit, on était sur la relance après les 3 ou 4 tours là qu'on a eu sous safety car. Et il faut vraiment souligner effectivement le Piastri qui réussit extrêmement bien à négocier le virage de la source. Norris qui a peut-être lancé peut-être un peu trop tôt, je sais pas, mais en tout cas il s'est fait avoir. Et ouais, c'est vrai que le dépassement, alors qu'il y avait encore un petit peu d'eau, même si ça avait bien séché, mais avec toujours ce spray derrière et effectivement ce dépassement. Et il faut dire que oui, Piastri là-dessus, il a fait la différence. Il a doublé. De toute façon, il faut faire comme ça au début du Grand Prix avant d'être trop dans l'air sale. Honnêtement, il a fait une super course, Piastri. Et effectivement, Jean-Luc l'a dit, Norris a fait quand même des petites erreurs qui lui ont coûté effectivement de pas réussir en tout cas en fin de course à se rapprocher assez pour se rapprocher de Piastri. Donc c'était intéressant, mais évidemment que sur place, je peux que inviter les auditeurs. Si vous avez un jour l'occasion d'aller à Spa-Francorchamps, j'étais déjà allé, mais c'est sûr que c'est toujours un Grand Prix incroyable. Il y a des virages mythiques, le Blanchimont, le virage de Bruxelles. Voilà, on l'a dit, la source et ce raidillon qui est toujours extraordinaire avec des voitures qui arrivent à toute vitesse dedans. C'est toujours heureusement que ce circuit est encore présent parce que c'est un temple de la Formule 1. Je pense que Jean-Luc qui a roulé aussi dessus pourra évidemment dire de même, mais c'est magnifique. C'est un très très beau tracé et j'ai trouvé ça un peu intéressant qu'il y ait quand même du coup un week-end sprint. C'était le seul d'ailleurs week-end européen avec une course sprint. En plus avec des conditions sèches le samedi, plus de choses en piste. Donc ouais, c'est vrai que là en tout cas Piastri qui effectivement prend même si la différence n'est pas énorme entre les deux pilotes au classement, mais qui marque le coup sur Norris. Quand on parle des petites erreurs, Jean-Luc, de Lando Norris, est-ce qu'il n'y a pas déjà ce restart où il démarre très tôt son restart, bien avant la fin du troisième secteur. Il doit le démarrer même, je crois, à Blanchimont ou juste après. Et il s'est plaint derrière en disant « j'ai plus de batterie ». Et son ingénieur et son clan lui a fait plutôt comprendre que tu as un peu tout cramé au moment du restart et tu n'avais plus rien ensuite dans Kemmel, ce qui a donné un peu plus de vitesse. Il n'y avait pas de DRS évidemment encore pour Oscar Piastri, mais on sent qu'il a déjà... C'est lui-même qui a perdu cette première place, non ? Dans la façon de gérer le restart. Je le pense, oui. Écoute, de toute façon, effectivement, dans ce genre de situation, il faut quand même se remettre en question. Alors c'est vrai que maintenant, il y a ce facteur charge-batterie qui intervient. On va dire qu'il a fait un restart moyen. Et à l'inverse, Piastri a fait un restart absolument impeccable. Et puis, je te dis, je m'évertue à le dire depuis la fin de la saison dernière. Pour moi, Piastri est plus méchant, et plus teigneux, et plus déterminé. Et on le voit encore. D'ailleurs, Lando Norris n'a pas non plus caché qu'il avait toujours un petit
peu des problèmes d'état d'âme. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est dans la nature du garçon et c'est tout à fait respectable et tout à fait estimable. Il n'est pas assez tranchant, il n'est pas assez teigneux. Je ne sais pas comment dire. Alors là, tu as raison, techniquement, bien sûr, il a réaccéléré trop tôt. Mais bon, c'est quand même un pilote de Formule 1 avec maintenant, j'allais dire, un background important. Et il s'est battu pour le titre de champion l'an dernier. On ne peut plus plaider vraiment le débutant, loin s'en faut. La technologie qui est en usage, il l'a toujours connue en Formule 1. Donc, oui, il a fait des erreurs. Et puis, surtout, Piastri a été nettement meilleur. Voilà. Et puis, lui, c'est un killer, encore une fois. Il ne laisse rien passer. Alors, bien sûr qu'il commet des erreurs aussi, comme tous les pilotes qui n'en commettent pas. Mais je veux dire, il est plus agressif, plus tranchant. Et il avait eu l'exemple en plus de Verstappen la veille, justement, qui, avant même la fin du premier tour, dans le fameux freinage des Combes, au bout de la ligne droite de Kemmel, où se trouvait Séraphin, c'est l'endroit où on peut placer une attaque. Tout le monde le sait depuis des décennies. Et puis Séraphin évoquait effectivement, oui, j'ai eu l'immense bonheur de faire plusieurs courses, pas de la Formule 1 malheureusement, mais sur ce tracé, y compris sous la pluie et de nuit. Alors quand on va aborder le sujet de la pluie à Spa-Francorchamps, je me permettrai de faire un petit rappel de ce qui s'est passé précédemment. Mais bon, c'est un vaste débat. Et justement, Jean-Luc, pour poursuivre sur McLaren, est-ce qu'ils doivent choisir entre Piastri ou Norris, où il y a tellement d'avance sur tout le monde, que ce soit, je ne vous ai pas donné le classement des constructeurs parce que ça devient indécent, McLaren qui a 2 fois plus de points que le deuxième, Ferrari, 516 points pour McLaren, 248 pour Ferrari. Au classement des pilotes, il y a tellement d'avance sur le troisième, Max Verstappen, qu'on a quand même du mal à voir alors qu'on vient de franchir la mi-saison, comment Verstappen peut revenir. Est-ce qu'ils doivent simplement les laisser? Vous êtes seuls au monde, vous, tous les deux. Allez-y, battez-vous pour le titre de championnat du monde des pilotes. Écoute, oui, il faut les laisser se battre, Arnaud, surtout. On est quand même qu'au Grand Prix de Belgique, 13e Grand Prix. On vient à peine de franchir le cap de la mi-saison. Heureusement, c'est le bonheur, enfin, c'est le sport. Il faut les laisser se battre. Chacun a des atouts. On l'a dit, Norris avait repris un petit peu le manche. Bon, en Autriche, il l'a emporté. En Grande-Bretagne, c'est l'erreur de Piastri, donc sous régime de safety car, qu'il a servi. Donc, il a récupéré la victoire. Mais non, ils sont très proches l'un de l'autre. D'ailleurs, ils le disent, les deux se poussent mutuellement et c'est ça qui est formidable. Ça s'appelle tout simplement du sport. Alors non, surtout pas faire de choix. D'abord, sinon, je vais te dire, on va s'ennuyer atrocement parce que derrière, et on l'a vu pendant le Grand Prix, malgré leur talent, Charles Leclerc et sa Ferrari et Verstappen et sa Red Bull sont encore très très loin du compte. Donc tant qu'on a un débat, une bataille entre Norris et Piastri, il y aura de l'intérêt pour le championnat, pourvu que ça dure. Séraphin, tu es d'accord, c'est notre seul espoir dans ces 11 Grands Prix qui arrivent à commencer ce week-end prochain, avant la pause estivale, le Hungaroring Grand Prix de Hongrie. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce duel Piastri-Norris. Il n'y a plus que ça. Carrément, mais on a les deux pilotes qui sont très proches. On a une vraie lutte pour le titre quand même de champion du monde. C'est bien sûr qu'il faut laisser les deux pilotes faire la course. Jean-Luc il l'a dit, c'est du sport automobile. En fait, et c'est ça, ils se tirent l'un de l'autre parce que évidemment que voir son coéquipier réussir à tel et tel moment, on a envie de le battre. Son coéquipier, c'est son premier adversaire. Forcément, on se compare évidemment à lui. Donc oui, il faut laisser les deux pilotes entre eux. Ils savent de toute façon que l'idée, c'est pas de se foutre dans le mur l'un vers l'autre, mais c'est de se battre tout simplement et d'être le meilleur. Donc on voit qu'effectivement Piastri, il est beaucoup plus incisif et il a une approche d'un champion, on peut le dire. Mais oui, il faut laisser les deux pilotes et les deux pilotes montrer de quoi ils sont capables. Avant de parler de la gestion de la FIA de ce Grand Prix avec ce départ retardé d'1h20 parce qu'il pleuvait, que les conditions étaient humides, enfin il pleuvait, on te demandera exactement ton ressenti, Séraphin, vu que tu étais dans la ligne droite de Kemmel. On va écouter Charles Leclerc, c'est au micro de nos confrères de Canal+. Un peu de mieux pour Ferrari qui avait apporté des améliorations. On parlera du cas Lewis Hamilton, auteur de qualifications catastrophiques, mais d'une course remarquable. Charles Leclerc qui a terminé donc 3e de ce Grand Prix et qui est 5e au classement des championnats du monde des pilotes.
C'était pas facile parce que c'est vrai que la première partie de la course c'était celle où on savait qu'on allait avoir le plus de mal parce qu'avec la pluie et les intermédiaires on a fait un choix d'appui aérodynamique qui nous mettait un petit peu en difficulté pour cette première partie de course et en plus ça on sait qu'on a une voiture qui a beaucoup de mal dans ces conditions là mais très honnêtement on a fait un bon job. Oui, Ferrari, week-end plutôt positif, même si Jean-Luc, il n'y a pas non plus de quoi fanfaronner. Ben non, on est toujours très très loin de McLaren, c'est ce que souligne Charles, parce que c'est bien, on a pris l'avantage, surtout sur Mercedes, là, qui était un petit peu en perdition. Red Bull, on est obligé avant tout de parler évidemment de Verstappen, c'est lui qui fait la différence, on l'a encore vu. Donc globalement, en tant qu'équipe, d'ailleurs ils sont à leur place, ils sont deuxième du championnat, tu le rappelais tout à l'heure, avec un écart qui est abyssal, il n'y a même plus de mots, l'écrasante domination de McLaren, qui a pris 56 points sur le week-end, évidemment, puisqu'il y avait une sprint race, donc c'est ahurissant. Derrière, Ferrari à 248, c'est-à-dire qu'on reste à plus du double, alors qu'évidemment, il faut de plus en plus de points, ça c'est mathématique. Je me demande à combien ils vont terminer, quoi. Ils vont terminer la saison à plus de 1000 points si ça continue. C'est affolant. Bah oui, non, mais c'est presque humiliant pour les autres, et personne n'arrive à trouver la solution. Alors Ferrari procède par petites améliorations. Tu l'as dit, on a beaucoup parlé de cette suspension arrière, on en a tellement parlé que les pilotes étaient un petit peu excédés. Tu sais, c'est l'histoire du drapeau rouge. Je fais un parallèle évidemment avec la couleur de la Scuderia. On agite quelque chose et tout le monde se rue dessus en fonçant. Et je pense qu'il y a tout un tas d'autres choses qui sont modifiées, mais bon, ça occupe les esprits et ça fait discuter. L'important, c'était le confort, le ressenti des pilotes et notamment celui d'Hamilton. Alors, Charles, il fait le boulot avec ce qu'il a. Voilà, on ne peut pas dire mieux. Et donc, pour le moment, effectivement, il est encore bien loin au classement pilote, lui aussi, seulement 5e. Il faut le rappeler, derrière Russell et Verstappen, parce que je ne parle même pas des deux hommes en papaya. Tu sais, il y a eu 12 Grands Prix. Si on fait x3, ça fait 36 places sur le podium. À seulement 4 reprises, McLaren a manqué une place sur le podium. Piastri en Australie. Ensuite, on a eu Norris en Arabie Saoudite et au Canada, où là, il n'y a pas eu de pilote McLaren sur le podium. Mais sinon, à chaque fois, c'est-à-dire qu'à 32 reprises, 32 places sur le podium. Enfin, c'est juste ahurissant ce que fait McLaren. Ils raflent tout, c'est des ogres. Sur Ferrari, justement, Séraphin, puisqu'on parle un peu de remontada, on a vu Lewis Hamilton déchaîné, notamment dans Kimmel. À un moment, ils étaient 3 de front aussi quand ils remontaient. On a vu le on-board quand ils remontaient une Aston Martin. Ton regard sur ce week-end de Ferrari, où on attendait quand même beaucoup de choses, eu égard aux améliorations annoncées, aussi au fait que c'est un circuit qui peut plaire à Hamilton, qui peut plaire à Leclerc. Bon, on reste un petit peu sur notre fin. C'est quoi, toi, ton sentiment ? Déjà, oui, tu as raison. Ferrari, c'est un circuit sur lequel ils sont plutôt bons d'habitude et voilà, il y a des choses qui se passent plutôt bien. Là, Lewis Hamilton l'a reconnu, il a quand même fait aussi des erreurs lors du samedi pour la qualification et puis aussi pour la course. Donc, en tout cas, il y a des erreurs de sa part. Il se qualifie évidemment très mal, donc ce qui n'avantage pas du tout pour la course. Il y a ces track limites lors de son tour de Q3. Donc en partant d'aussi loin, on pouvait effectivement voir un Lewis Hamilton comme il l'a fait faire la différence. C'est vrai que c'est lui quand même qui a mené ce premier tiers de la course avec énormément de dépassements. Aussi une très bonne gestion, un bon arrêt très tôt dans le Grand Prix qui permet exactement pour mettre les slicks au bon moment. Il a fait vraiment remonter dans le classement. Et Charles Leclerc, j'avais déjà dit ça précédemment, mais je pense qu'il a maximisé ce qu'il pouvait faire sur le week-end en finissant 3e, tu l'as dit, derrière des McLaren qui sont vraiment encore au-dessus. Il termine à 20 secondes de Norris, à 20 secondes de Piastri, donc en tout cas par rapport aux deux McLaren 17 de Norris, assez proche. Voilà, 17 de Norris et 20 secondes de Piastri, avec un Max Verstappen qui était très proche de lui pendant une bonne partie de la course, mais qu'il a réussi à maintenir. Je ne sais pas s'il était près de la zone de DRS Verstappen en tout cas, mais je l'ai vu, même visuellement on voyait qu'il y avait quand même 2, 3, 4 secondes pendant un bon moment, il arrive à le garder derrière. Donc en fait il maximise en tout cas pour ce qui est de Charles Leclerc. Et Hamilton, principalement, je pense que c'est ses erreurs qui lui coûtent très cher. Et il l'a reconnu, on l'a vu d'ailleurs après lors des interviews, où il était évidemment très déçu. Et pour lui, c'est plutôt un week-end à oublier, malgré une course qui fait extrêmement solide. Voilà, ils ont optimisé ce qu'ils pouvaient. Et puis après aussi
des conditions qui font que les réglages aussi de la voiture sont pas exactement les mêmes entre les deux pilotes. Voilà, Hamilton qui partait depuis justement La pit la lane. wide stand, depuis la pit lane, ouais, il a pas pu faire des choses différentes, donc voilà. Mais Charles Leclerc, il fait quand même un nouveau podium, il enchaîne plutôt les troisièmes places là depuis pas mal de grands prix, donc il optimise ce qu'il peut avec sa voiture. Ah bah, il était déjà 3e en Espagne, il avait fait 2e à Monaco. Il est présent, il est 5e, on rappelle, au championnat du monde des pilotes avec 139 points. Il a 30 points d'avance justement sur son coéquipier Lewis Hamilton et il a 16 points de retard sur le 4e George Russell. Séraphin, tu étais sur place, raconte-nous comment tu as vécu ce départ avorté, hein. On est parti à 16h20 et non pas à 15h. Comment tu l'as vécu sur place? Est-ce que vous aviez les informations? Parce que même nous, devant la télé, on ne savait pas du tout. On voyait justement uniquement les pilotes qui étaient sortis de leur baquet, qui attendaient tranquillement dans leur garage. Raconte-nous les conditions, comment tu as vécu, comment vous avez vécu non pas la sortie de la voiture de sécurité, parce que c'est la Medical Car qui était partie se positionner et qui était le premier véhicule à faire des tours dans l'après-midi sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Bref, dis-nous tout, Séraphin. Bah déjà, effectivement, j'étais là très très tôt, hein, le dimanche, avec une arrivée très très tôt au circuit et la course de F3 qui a pas eu lieu. Et ensuite, on a eu une accalmie en fin de matinée, donc on a pu avoir la course de Formule 2 et aussi la Porsche. Et en fait, c'est vraiment à partir de 12h-13h où effectivement, il faut dire, la pluie était très très intense. On sait qu'il y a des endroits, ça dépend aussi beaucoup du circuit, le dénivelé fait aussi qu'on peut avoir des endroits un peu différents. Le circuit est très grand déjà par nature, donc la superficie fait que les nuages peuvent effectivement amener plus ou moins de pluie si c'est beaucoup dénivelé. Et pour ce qui est vraiment du départ, il pleuvait beaucoup au moment du départ. Et c'est plus une situation effectivement d'attente parce que vers 16h, en fait, on a eu vraiment une accalmie et ça allait très vite. C'est-à-dire qu'on a quand même un soleil d'été. À partir du moment où la pluie s'est arrêtée, on a vu les tracteurs rouler pour évacuer l'eau de la piste. Hein. Ils ont des systèmes maintenant extrêmement performants pour drainer l'eau en dehors du circuit sur les côtés. Et c'est vrai qu'ils ont tardé en fait. Ils ont vraiment tardé pour les faire sortir. Encore une fois, on a une situation quand même comme à Silverstone où on a un train de pneus qui est capable d'évacuer encore plus d'eau, donc les full weight, qui n'a pas été utilisé par les pilotes. Je comprends l'argument, et c'est ce qui avait été souligné par les pilotes, de la visibilité, qui est évidemment très mauvaise avec les voitures qui se suivent. Après, derrière, on peut aussi adapter son rythme. Hein. Max même lui-même l'a dit. Et je pense qu'il y a un biais aussi vis-à-vis du circuit de Spa-Francorchamps et d'incidents et de drames qu'il y a pu avoir aussi, qui fait que je pense qu'en termes de précaution, peut-être que ce circuit, il y a aussi des choses par-dessus en termes de sécurité qui sont encore plus importantes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de décision qui est à chaque fois la même. On fait en fonction du moment venu. Et puis, tu l'as dit, de voiture de sécurité qui est sortie, mais trop tard. Donc, voilà, je pense que Jean-Luc va apporter son analyse lui qui a roulé sur le circuit, mais c'est vrai que l'attente a été longue parce que la pluie était intense, mais les 2-3 heures qui précédaient le départ. Alors Jean-Luc, on sait que tu es plutôt colère, mais c'est vrai que si je me mets un petit peu dans la peau des commissaires, on pense évidemment à l'accident dramatique d'Antoine Hubert et on a vu encore Pierre Gasly, puisque c'était son ami, venir se recueillir en haut du Raidillon, là où il a tragiquement eu un accident qui lui a fait perdre de la vie. Donc on se dit c'est normal d'être assez prudent, mais derrière la question sous-jacente aussi, c'est la fameuse, je vais faire un anglicisme, chain of command, c'est-à-dire qui prend vraiment la décision. Est-ce que finalement de la faire reposer uniquement sur des commissaires de course qui sont régulièrement un petit peu des anciens pilotes, Jean-Luc, mais te dire est-ce qu'il pourrait pas y avoir aussi un peu plus de monde mêlé à cette décision et que ça soit un peu plus unanime, la rendrait peut-être plus compréhensible? Alors écoute, c'est un vaste débat, effectivement, Arnaud, qu'on avait entamé tout à l'heure hors antenne, juste avant d'amorcer évidemment ce paddock RMC. Alors je vais d'abord dire qu'évidemment, à partir de maintenant, c'est une évidence, mais tu me poses une question, j'y réponds et ça n'engage que moi. Alors après, chacun a ses références et c'est normal que nous n'ayons pas les mêmes, déjà tous les trois entre nous. Moi, je suis navré, mais je pense que le sport automobile, eh bien, c'est fait de dangers. Il faut le rappeler de temps en temps. Alors on doit les minimiser, bien sûr, c'est le jeu. Tu
tu as rappelé l'historique de ce tracé, qui a toujours été comme ça, hein, depuis que Spa-Francorchamps existe. C'est aussi la raison pour laquelle les pilotes courageux l'adorent, c'est parce que c'est un circuit qui fait aussi la différence avec la notion de courage, d'engagement, d'implication. Alors bien sûr qu'il y a eu des drames que personne ne souhaite revoir, mais il y en a eu pratiquement partout, hein. Si tu reprends le championnat du monde de Formule 1 depuis les débuts, les conditions de sécurité, notamment celles des monoplaces, et puis même l'aménagement des circuits, et Spa-Francorchamps l'a fait aussi, a réussi à modifier ce tracé considérablement, même pour la moto, hein, parce qu'on peut parler évidemment des pilotes moto qui sont encore plus en danger en fonction des conditions de sécurité du circuit cette fois, puisque eux ils ont des équipements particuliers, mais ça a Mais il n'y a beaucoup pas de moins carrosserie. évolué. Et ben voilà, c'est beaucoup moins possible qu'en Formule 1. Formule 1 maintenant, et je touche évidemment du bois en disant ça, les Formule 1 sont tellement devenus, je le dis souvent, des chars d'assaut, hein. Il y a tellement de tests que la limite maintenant c'est la résistance du corps humain. Voilà, parce que heureusement les crash tests dans tous les sens ont fait que les voitures résistent beaucoup mieux qu'avant. Je lisais il y a peu effectivement la narration de l'accident terrible de Martin Donnelly, j'y étais, hein, à Jerez de la Frontera en 90, où sa monoplace s'était littéralement désintégrée. Enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus. Donc l'accident d'Antoine Hubert, oui, mais c'était sur le sec, je le répète, et évidemment la configuration est telle, Séraphin l'évoquait il y a un instant, oui, c'est un véritable mur, hein, le raidillon, le rouge, comme son nom l'indique, ça a toujours été le cas. Moi j'ai roulé là aux 24 heures de Spa en 1990, et donc je sais, c'était au siècle dernier, mais malheureusement il y a eu aussi un accident mortel pendant la nuit, en haut du raidillon. Il y a une Porsche qui est partie à l'équerre, qui a tapé le rail, qui était beaucoup plus proche, qui est revenue sur la piste et qui a été percutée de plein fouet par une Nissan officielle. C'est comme ça. Je veux dire, ça fait partie de la course. J'en ai des frissons en parlant, bien sûr. On roulait et on ne s'est pas posé de questions. Il y a eu une neutralisation, on est reparti. Ça fait partie du sport automobile. Alors bien sûr que c'est terrible, tout le monde le déplore, tout le monde le regrette, mais à ce moment-là, il faut faire des circuits totalement aseptisés, ce qui a été fait par Hermann Tilke dans nombre de cas, des circuits qui n'ont pratiquement pas d'intérêt, soyons clairs, où tout le monde se suit et se regarde, et où on attend soit la faute de l'un, soit la défaillance technique, soit la fameuse stratégie, mais ça ne fait pas des courses formidables, ce n'est pas les batailles dont on se rappelle. Alors une nouvelle fois, minimiser les risques dans toute la mesure du possible, oui. Les supprimer totalement, d'abord, c'est impossible. Alors maintenant, je reviens à ta décision et je vais essayer d'être aussi concis que possible, mais c'est un sujet tellement vaste que ça mérite tellement de développement. C'est Rui Marquez, le directeur de course, maintenant, après qu'on en ait usé pas mal, tu le sais, dans les dernières années, dans les dernières saisons. Il n'est pas pire ou il n'est pas meilleur que les autres, il est pareil. Alors, autour de lui, tu parlais de pilote, il avait Vitantonio Liuzzi, notamment, qui est un pilote, un ancien pilote de F1, qui a son mot à dire. Alors, on se concerte, et là, on a pris le temps, de se concerter. Mais moi, je suis désolé, de mon point de vue, je partage l'avis, quand même, je vais me référer à rien moins que Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, et donc Max Verstappen, 4 fois champion du monde, qui disait on aurait dû y aller beaucoup plus tôt. Alors, il y a des mesures à prendre, oui, on part derrière le safety car, on oblige les pilotes à rouler avec les pneus pluie, les full wet, puisque Pirelli ne cesse de nous dire qu'ils sont capables de diffuser 85 litres à la seconde. Donc ça veut dire on va vaporiser avec 20 monoplaces qui se suivent, et bien en l'espace de 3, 4, 5 tours, on va suffisamment assécher la trajectoire pour pouvoir donner un vrai départ. Alors après, lancer, pas lancer, arrêter, pas arrêter, ça c'est un débat, chacun peut avoir son opinion là-dessus. On l'évoquait tous les deux, Arnaud, effectivement, il y a une ligne qui est plus sèche, et c'est normal, c'est celle qui est utilisée par les monoplaces, et c'est le cas sur tous les circuits du monde. Quand tu fais une grille de départ, il y a un côté où il y a de la gomme, où il y a le passage des monoplaces, et l'autre côté qui est poussiéreux et qui adhère beaucoup moins bien. Bon, le débat, il existait à l'époque de Ayrton Senna et d'Alain Prost, chez McLaren, à la fin des années 80. Donc là aussi, il faut se référer à des choses qui existent depuis toujours. Bref, tout ça pour dire qu'on a été trop prudent, c'est mon opinion. On a malheureusement, on s'attendait à un Grand Prix formidable, sur un circuit formidable, avec des circonstances imprévisibles. Eh bien, on ne l'a pas eu. Voilà. Séraphin, toi, ton ressenti sur la façon dont la FIA a géré ce départ retardé? Je l'avais plus ou moins dit avant, mais oui, déjà, je pense qu'il y a des choses... Moi, j'ai trouvé aussi que c'est le problème, c'est que ces voitures sont... Je pense que Jean-Luc pourra confirmer, ces voitures sont tellement grosses, avec tout l'aéro qui est dessus, tout ça, ça draine en fait aussi une traînée qui est aussi du coup beaucoup plus grosse derrière les voitures. Peut-être que c'était un peu différent avant. Et c'est vrai que pour le voir de vrai, avec les voitures à ras de sol, on voit effectivement derrière, c'est immense le spray
qui est faite. Donc en fait, c'est aussi un des problèmes en fait de ces voitures. Car je pense que c'est aussi cette partie-là qui joue, la taille de voiture et la manière de comment derrière l'eau évidemment va agir. Donc oui, en tant que spectateur, évidemment, sur les informations qu'on avait, j'avais aussi le radar, j'avais la direction de course en temps réel, je voyais que on a peut-être trop pris de risques et j'ai l'impression que c'est aussi des choses que ça se répète en fait. Ça se répète depuis plusieurs grands prix. On a l'impression qu'on a des situations qui se retrouvent comme ça. Et surtout derrière, quand on voit quand même que, en fait, tu l'as dit Jean-Luc, mais sur un circuit comme ça, on s'attendait vraiment à une course incroyable. Et quand on voit que même derrière la course, quand on l'a repris, on a mis des intermédiaires pour très peu de tours et qu'on est directement passé extrêmement rapidement au slick. Ça aussi, ils ont quand même les informations sur l'humidité, sur la température de l'air. Donc, on pouvait aussi se dire que effectivement, ça allait aussi très vite évacuer. À Silverstone, ça avait été aussi le cas, même si je pense qu'il faisait moins chaud en termes de température. Donc, on avait des pilotes qui s'étaient fait piéger. Mais là, les pilotes ont roulé très peu de tours au final en intermédiaire et direct, on a eu une course à 90% en slick. Donc voilà, avec une trajectoire effectivement qui s'est faite, asséchée. Donc oui, la décision, évidemment, je pense que chacun va aussi interpréter différemment par rapport à ce qu'il a connu, par rapport à différentes choses. Mais voilà, c'est aussi ce que prend comme décision de plus en plus la FIA à surprotéger les pilotes et tout le monde. Et donc du coup, voilà, on a des courses effectivement qui perdent un peu de saveur. Je suis d'accord aussi et puis des fois, avec ça. Quand on établit une réglementation technique, et je sais qu'il y en a beaucoup, Jean-Luc, à aucun moment on se dit il faut aussi des voitures qui puissent rouler sous la pluie. Là, il y a l'effet de sol qu'on a réintroduit et qu'on va resupprimer. On va encore changer. Il n'y a pas que des changements moteurs qui vont arriver, puisque on va remplacer notamment le DRS l'année prochaine et donc changer un petit peu le plancher des monoplaces et voilà les performances aéro. Et à aucun moment on se dit bon, faut quand même faire aussi une voiture qui puisse rouler sous la pluie, quoi. Tu as raison, Arnaud. De toute façon, tu sais, les réglementations techniques, c'est comme le reste, c'est un système de balancier. Tu prends les différentes époques, effectivement. Non, mais moi, j'ai connu l'époque des jupes, tu sais, en Formule 1, qui étaient des éléments aérodynamiques, alors pour le coup mobiles, qui étaient le long de la caisse de chaque côté. C'était au début des années 80, et je peux te dire que c'était sidérant parce que ça crée une dépression. Donc, tu vois, en matière de dépression, il n'y avait pas pire ou mieux, selon le point de vue qu'on a, que ça, puisque d'ailleurs, elle s'usait. Et dès qu'on tapait un vibreur, eh bien, la jupe partait en morceaux avec du carbone partout, ça crevait les pneus, et puis c'était surtout dangereux parce que le pilote était privé soudainement justement de dépression sous sa voiture. Donc il perdait beaucoup d'appui aéro. Bref, donc ça on l'a supprimé à juste titre. Et puis on passait la fameuse courbe de signe qui était quand même un critère absolu. On passait la courbe de signe sur le circuit Paul Ricard à fond absolu sans lever. C'est comme ça que je vais te dire, tu sais, tu parlais de référence aussi, Séraphin, on en parlait, c'est normal. On n'a pas le même âge, et même si vous avez beaucoup lu et vous adorez ça, moi j'ai connu une sortie de Didier Pironi en essai privé avec une Ferrari. Il s'était retrouvé sur le talus, à l'extérieur. Il avait passé le rail et tout. Ça passait trop fort. Alors on est revenu en arrière et on a eu raison, bien sûr, parce que ça devenait du délire. Et les pilotes eux-mêmes, vous savez à quel point j'étais proche de Patrick Tambay qui a connu ça. Et les pilotes eux-mêmes, en fait, la voiture tenait par terre par le fait de ces éléments aéro totalement artificiels. Donc on a très bien fait de revenir. Alors l'an prochain, et tu l'évoquais Arnaud, on va supprimer un peu ou revenir un petit peu en arrière en matière de dépression sous la voiture. Oui, mais alors bien sûr ça fait du spray, ça vaporise derrière. Est-ce que c'est ça ? Et je pense que Séraphin, oui, est venu dans la bonne direction. On a les voitures, ça fait presque une tonne maintenant, ça fait plus de 900 kilos avec le plein de carburant, le pilote dedans. C'est devenu énorme. Il faut revenir en arrière à des monoplaces de dimension raisonnable, de poids raisonnable. Tous les pilotes le disent également. Et effectivement, il faut quand même penser aussi que pensent les dizaines de millions ou les centaines de millions de spectateurs devant leur écran en voyant des monoplaces, le top, on leur vend le top de la technologie de l'automobile et les meilleurs pilotes du monde, pas capables de rouler sous la pluie. C'est presque ridicule. Sincèrement, ça donne envie de sourire. Donc, comme tu le disais, il faut quand même penser à ça. Aussi, des courses sous la pluie, ou alors il faut faire toutes les courses dans le désert, là-bas, où il pleut jamais.
Tiens, je regardais, puisqu'on parlait du poids. En 2007, le poids minimal était de 605 kilos. Puis 2022, il est à 798. Ça nous fait forcément une sacrée différence. Et au milieu des années 80, on était à peine au-dessus de 500 kilos. Et puis avec ce qu'il fallait derrière en moteur, hein, ça c'est encore un autre débat. C'est un autre débat. Pour conclure, parlons de nos Français. Et on va écouter Pierre Gasly, qui est dans les points avec son Alpine, qui a bien résisté, qui a formé même un train derrière avec Hülkenberg qui était derrière lui, Oliver Behrmann, Yuki Tsunoda un peu. Tiens, j'ai cette petite stat. Yuki Tsunoda a marqué autant de points que Franco Colapinto. Depuis que Colapinto est arrivé, c'est 0. Hein. C'est pour vous dire les difficultés quand même de Yuki Tsunoda. Et évidemment une petite pensée à Liam Lawson quand même derrière, mais le deuxième pilote Red Bull, c'est toujours aussi catastrophique, voire c'est peut-être même un chouïa pire. Parlons de nos Français, Pierre Gasly justement, qui prend un point et qui est évidemment content au micro de nos confrères de Canal+. C'était une course très très difficile. Dans la voiture, dès que j'ai vu qu'il y avait peut-être la possibilité de mettre les slicks, on est rentré direct. Je pense que ça a vraiment fait la différence. Ça nous a donné l'avantage pour avoir la position sur la piste. Et après, passer 30 tours à défendre sur les voitures derrière. Je ne sais pas combien il y avait de voitures derrière. On n'était pas très vite. On savait qu'avec cette aile arrière, il allait falloir survivre dans les virages et essayer de défendre au maximum. Et au final, ça a payé. Voilà Pierre Gasly, après avoir déjà fait un bon Grand Prix à Silverstone, écoute, il optimise vraiment. On parlait de Charles Leclerc, Jean-Luc, qui optimisait sa Ferrari. Là aussi, on sent que Pierre Gasly, il optimise bien son Alpine. Ah, mais il fait le boulot, hein. On ne cesse de le dire dans tous ces paddocks RMC. Pierre, heureusement, le talent est là, il le démontre. Et là aussi, quand les circonstances sont délicates, et c'était le cas, il a parlé d'arrêt, effectivement. Il s'est arrêté au 11e tour, exactement comme Lewis Hamilton. Donc, et un tour, on vient d'évoquer à quel point c'est long, à Spa-Francorchamps, c'est 7 km, et dans des conditions de pluie et de dégradation des pneumatiques intermédiaires, c'était l'éclair de génie, hein. C'est ce qu'il fallait faire. Il l'a fait, Pierre, et ça l'a permis. Bon, certes, sur le papier, ne gagne que 3 places, mais c'est important parce qu'il est parti 13e, il arrive 10e, et ça lui permet d'arracher un point au championnat. Et pour Alpine, c'est plus que précieux, hein. Alpine qui est évidemment dernier et de très très loin au classement avec seulement 20 petits points. Donc c'est vrai que ça a une valeur considérable. Et puis, que dire du pauvre Colapinto ? Rien, je préfère, parce que sinon ce serait méchant. Oui, au bout d'un moment, on ne va pas non plus s'acharner indéfiniment. Séraphin, tu l'as vu le petit train derrière Pierre Gasly, toi qui étais dans cette ligne droite de Kemmel, où évidemment, le fait que tout le monde était rapproché, tout le monde avait le DRS, donc tout le monde s'était un petit peu neutralisé, mais on sent beaucoup de maturité. Pierre Gasly qui a tout simplement résisté, à l'image aussi d'un Charles Leclerc qui avait Max Verstappen derrière lui. Exactement, non, Gasly, il a fait, pour commencer, pour une fois qu'on peut souligner quand même que Alpine a fait une décision aussi avec le pilote assez bonne en s'arrêtant très tôt. Et derrière, effectivement, il y avait un train de 5-6 voitures. Il me semble après que c'était... donc il avait Nico Hülkenberg devant lui qui s'est du coup lui arrêté une deuxième fois, ce qui lui a permis de prendre cette 10e place. Mais derrière, effectivement, résister à tous ces pilotes, il fallait le faire. Et Pierre Gasly, effectivement, il réussit encore une fois à être le meilleur des autres. Il se qualifie aussi très très bien en qualification sprint, où il part 8e quand même avec son Alpine. Donc il fait aussi le job, évidemment, et c'est que très positif pour lui en vue aussi de la suite. De voir le pilote réussir à faire une bonne course, marquer un petit point, mais qui est précieux pour l'équipe. Donc encore une fois, ça permet d'avoir un bon résultat de Pierre, et j'espère qu'il va continuer jusqu'à la fin de la saison à marquer ses petits points, parce que derrière il se démarque, je trouve, quand même par rapport au reste de la grille. Et on se dit, on a envie de le voir avec une voiture plus compétitive, ce qui vaut pour beaucoup de pilotes. Nos autres Français, Jean-Luc, avant de se quitter, qui ont été flingués par ce changement de passage d'intermédiaire au slick, que ce soit Esteban Ocon ou Isaac Hadjar. C'était pas le caddie jusqu'à la ligne, mais c'était très compliqué pour eux. Peut-être pour Isaac, qui termine dernier et qui a du mal en ce moment et qui se fait dominer par son coéquipier Liam Lawson.
Bah, tu vois, on va revenir effectivement, Arnaud, à cet arrêt. On a parlé du fait de s'arrêter initialement, d'être les premiers. Ça a été le cas d'Hamilton et Gasly. Le résultat est là. Remontée fantastique d'Hamilton et très belle résistance de Gasly. Et bien à l'inverse, Ocon s'arrête au 13e tour, c'est-à-dire un tour plus tard que tous les autres qui s'arrêtent au 12e. Et c'est le cas d'Adjar également, qui s'arrête au 13e tour. Donc l'erreur initiale, elle est là. Et après, tu ne reviens plus dans les points. C'est fini. Après, effectivement, tu es tanké, entre guillemets, dans un train de DRS ou pas. Ensuite, on arrête Adjar à nouveau, effectivement, en désespoir de cause, j'allais dire, au 22e tour pour lui mettre des durs en plus. Bon, c'est une course à oublier. Alors, pareil, du côté d'Isaac, je sors un petit drapeau jaune quand même, hein, je me permets, parce que ça fait maintenant 4 Grands Prix, à part effectivement le point qu'il a su défendre en sprint race, et c'est tout à son honneur, il a tenu sa place, mais ça fait 4 Grands Prix qu'il est en deçà, très nettement, qu'il ne marque qu'un point, il en est à 22 au total. Il faut remettre la barre du bon côté, surtout que du côté de Lawson, hein, du côté de son équipier, à l'inverse, lui on commence à marquer des gros points. Il en a marqué 8 en Autriche, il en a marqué 4 en Belgique. Ça veut dire que ça arrive à tout le monde. Il y a un petit passage à vide qui n'est pas toujours de son fait, hein, je viens de le souligner, c'est dû aux circonstances, mais il faudrait qu'on termine sur une bonne note en Hongrie. Oui, Séraphin, il y a vraiment ce côté... où on est amer, parce que quand on voit sprint et course sprint, Esteban Ocon 5e, Isaac Adjar 8e, on avait beaucoup d'espoir pour le dimanche. Alors certes, les conditions, tout a changé, on l'a bien vu, en plus avec les réglages de ces voitures. Donc il y a vraiment un petit goût d'inachevé pour eux deux. Ah c'est sûr, en plus Isaac Adjar il s'était bien qualifié et c'est une décision qui coûte cher de s'arrêter trop tard. Il me semble qu'il faisait les tours à peu près en 2 minutes, hein, je crois, au moment des pneus intermédiaires. Et dès qu'on a vu les pneus slick passer, je crois qu'on a perdu. Peut-être que Jean-Luc, tu dois avoir les chronos exacts sous les yeux, mais il me semble qu'on a gagné quand même pas mal de secondes. Et je sais qu'après chaque tour, on gagnait facilement 1 seconde. Donc, je crois que j'avais les chronos quand Hamilton fait son tour de sortie, rien que sur, non pas le premier secteur, parce qu'évidemment il y a l'arrêt au stand, mais sur le deuxième, c'était 3 secondes que le meilleur secteur en intervenir, juste sur le deuxième secteur. Moi j'avais ça en tête. C'était le point de bascule, hein, le 11e tour. Voilà. Exactement, c'est énorme. Donc voilà, c'est dommage. Et effectivement, Jean-Luc l'a dit, Isaac, ses derniers points, c'était à part la sprint, hein, c'était en Espagne. Il marquait 6 points. Donc effectivement, il est 11e au championnat avec 22 points. Donc il peut encore, évidemment, il faudrait qu'il score rapidement pour qu'il puisse aussi le mettre bien, on va dire, avant la pause estivale. Donc oui, effectivement, petit drapeau jaune, je comprends Jean-Luc sur Isaac Adjar, et je suis un peu dans la même direction. Après, Esteban, on a vu quand même les As, les 2 As étaient assez proches, hein, même Berman, c'était intéressant en sprint, ils étaient assez proches, et effectivement en course, voilà, il termine 11e, hein, je crois, Esteban Ocon de la course, donc à la porte des points. Berman 11e et Berman. Ocon 15e en course, ouais. Tu feras gaffe, Séraphin, je crois qu'il y a Roscoe qui aboie, il va venir te mordre les mollets, le chien de Lewis Hamilton. Hein. Fais gaffe à ce que tu dis, heureusement qu'on a terminé. Bon. Il bave surtout, Roscoe, hein, je sais pas s'il mord. Oui, non, mais écoute, il revient. Il avait eu des petits problèmes de santé, je crois qu'il avait dit, Lewis Hamilton. J'allais dire, en fait, il avait vraiment... C'est une mascotte quand même. On est content, on est des amis des animaux quand même, Jean-Luc, hein, dans le podcast. Oui. C'est pas une critique, c'est un constat. Merci, c'est la fin de ce paddock débrief du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, et on se retrouve dès jeudi. Et oui, il y a le warm-up, le Grand Prix de Hongrie avant la pause. On aura encore plein de choses à se dire. Merci Jean-Luc, merci Séraphin. Avec plaisir. Et à très vite. Plaisir, merci. Ciao. Le paddock RMC.